capitaine Nemo. Alors je vais simplement, là c'est un complément à ma vidéo qui était intitulée Vidéo Expert. Je voudrais revenir sur la personnalité de ceux que les journaux nous présentent comme des experts de la sécurité routière en France, qui sont des imposteurs et qui sont des fantoches, des baudruches. Je vous avais parlé notamment du premier Monsieur Sécurité et de tous ceux qui l'ont suivi. On va commencer par lui, par éclairer sa personnalité, à lui. Alors, Christian Gérondeau était un ingénieur, c'est un ingénieur brillant, puisque c'est un ingénieur de Polytechnique, c'est un ingénieur des ponts. Les ingénieurs des ponts, c'est l'aristocratie des ingénieurs de l'équipement. Mais les meilleurs ingénieurs, à moins qu'ils ne soient intéressés par la chose et qu'ils aient une connaissance de l'automobile, comme Robert Souaille, je vous ai parlé de Robert Souaille, ceux-là pourraient être également des experts, des vrais experts en sécurité routière, ce qui n'est absolument pas le cas de cette nouvelle race de technocrates comme Christian Gérondeau, puisque ceux-là sont autophobes, ce sont des gens qui sont coupés des réalités, c'est ceux qui appartiennent à la race des technocrates. Technocrate, je peux simplement vous donner la définition du Robert. Alors le Robert c'est sérieux, le Robert dit des technocrates qu'ils ont tendance à faire prévaloir les conceptions techniques d'un problème au détriment des conséquences sociales et humaines. Ça c'est le Robert. Alors il y a encore quelque chose de très intéressant à propos de la définition de technocrate. Voilà ce qu'en disait Jean Coussiroux, qui était directeur de l'ENA. Alors il disait à propos de ses élèves et de ce qu'ils allaient devenir: confiscation du pouvoir politique et administratif, politisation de l'administration, pantouflage, conformisme, manque de compétences, valeur relative de la formation et dérive imparable de rond de cuir. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Coussiroux qui était, je le répète, directeur de l'École nationale d'administration. Alors c'est pas mal. Alors donc, pour en revenir à Christian Gérondeau, lui il faisait partie justement de ces technocrates qui, vous savez, sont la génération d'après 1968, ces gens qui professaient qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait que des solutions, et qui disaient pose problème toutes les 3 minutes. Eh bien, donc Christian Gérondeau a écrit le livre dont je vous ai parlé, La mort inutile, et je vous lis l'exergue de ce bouquin. Ce que tous les usagers de la route, tous les responsables, tous les parents doivent savoir pour leur sécurité, celle des leurs et celle des autres. Un livre qui répond à toutes les interrogations. Alors, si Diderot avait été un contemporain de Christian Gérondeau, il aurait pu se faire du souci. Voilà quelqu'un qui répond à toutes les interrogations. Extraordinaire. Alors sur le plan du style, on ne va pas s'étendre non plus. Pour parler du Japon, Christian Gérondeau va paraphraser 2 ou 3 fois de suite en Empire du Soleil Levant, pour parler de ce pays fabuleux où le Shinkansen passe à fond la caisse devant Fujisan. Donc là, sur le plan du style, c'est Blaise Cendrars qui aurait pu se faire du souci, ou Shakespeare, ou je sais pas, James Joyce par exemple, voilà, ou autre. Alors, Christian Gérondeau, je voulais vous lire, vous donner quelques passages de ce bouquin. Alors déjà, sur l'unique finalité du bouquin de Christian Gérondeau, c'est de vouer aux gémonies la vitesse, de l'accabler de tous les maux. D'ailleurs, Christian Gérondeau était un acolyte, était un bon copain du
professeur Claude Gott, et il va essayer d'en donner des preuves par le fait que beaucoup de pilotes de course se sont tués en course. Alors finalement, proportionnellement, il y en a très peu qui se tuent en course, mais il est certain qu'il est rare qu'un pilote de course se meure d'un coup de grisou, comme il est rare qu'un mineur de fond se tue en disputant les 1000 milles, par exemple, ou la panaméricaine. Alors voilà, et il va vous donner des exemples précis. Ensuite, en accablant la vitesse, en donnant le nom de personnalités. Alors il parle de la reine Astrid, que la vitesse a tuée. La reine Astrid, la voiture de la reine Astrid a plongé dans un ravin dans les années 10 ou 20, je ne sais pas, bon, vous voyez la dynamique de l'automobile de l'époque, hein, vous pouvez vous renseigner maintenant, chercher comment la reine Astrid est morte, moi ça ne m'intéresse plus beaucoup, mais il est évident que ce n'est pas la vitesse qui a tué la reine Astrid, c'est loufoque. Alors il donne un deuxième exemple, Albert Camus. Alors il fait la même erreur là, que la plupart des gens. Albert Camus ne conduisait pas la voiture, c'est Gallimard, l'éditeur, qui conduisait la voiture, qui était une voiture très puissante, effectivement, une Facel Vega V3, mais il revenait d'une soirée arrosée, et alors ouais, bon, Gérondeau a trouvé sans doute un rapport intéressant entre l'absurde, l'univers décrit par Camus, et cet accident absurde aussi, une mort inutile, comme il dit. Et ensuite, alors, il frappe un grand coup avec l'accident de James Dean. Ah, James Dean, la fureur de vivre, rebel without a cause. Ce que ne sait pas Gérondeau, évidemment, puisque c'est le café du commerce, hein, il a beau sortir de Polytechnique, comme il ne connaît absolument rien au sujet, eh bien, donc il attribue l'accident de James Dean à la vitesse, c'est évident. Le malheur, c'est que James Dean roulait sur une route avec sa Porsche 550 RS qui, à l'époque, je vous le rappelle, titrait 110 chevaux. Hein. Donc votre Clio HDI aujourd'hui, ou CDI, ou je ne sais quoi, est plus rapide et plus efficace, sans doute, sur la route que cette Porsche 550 RS en 1955. Ce que ne sait pas Gérondeau non plus, c'est que une grosse Ford, conduite par un étudiant, lui a coupé la priorité. Que James Dean, dans la fougue de la jeunesse, il avait 24 ans à ce moment-là, et puis dans l'exaltation peut-être, il allait participer à une course, hein, il était sur la route normale. A sans doute manqué de l'expérience qu'avait son mécanicien, Rolf Wojterik, qui a réchappé de l'accident et qui était un ancien de la Luftwaffe, donc qui avait peut-être un peu moins d'illusions sur la mansuétude de la condition humaine que James Dean pouvait en avoir. Et Rolf Wojterik lui a dit, il va passer, freine. Il l'a dit après coup, et James Dean n'a pas freiné, et l'Américain, l'étudiant américain avec sa Ford, lui a coupé la route. Voilà, donc c'est un bel exemple de désinformation de la part de Gérondeau. Voilà, on va passer à ce que Gérondeau disait. Ensuite, les conseils qu'il donnait, les conseils pour la sécurité routière. Alors, il déconseillait par exemple le pare-brise teinté parce que ça nuit à la visibilité. Il recommandait de transformer son auto en salle de concert. Pour rester éveillé, il fallait écouter la radio. Alors, et quand on sait ce que débitent les radios à 99%, pour paraphraser cette fois Blier dans le film de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, à 99% c'est de la merde. Donc à la rigueur, ça vous prend une partie de votre attention, mais ça ne... Je veux dire, le but n'est pas de rester éveillé en écoutant les billevesées de la radio.
il recommandait également, Gérondeau, de s'entretenir avec ses passagers. C'est-à-dire qu'il donnait des conseils, en fait, pour se distraire de la seule activité qui soit utile et sécuritaire en voiture, être attentif à sa conduite. Voilà. Alors, je vais en rajouter une petite couche sur Gérondeau, puisque en faisant une passerelle avec un autre problème, on en était au début de la ceinture de sécurité. Et Gérondeau s'est fait, comme une croisade de faire la promotion de la ceinture de sécurité avant même qu'elle ne soit sûre, qu'elle ne soit réellement sécuritaire. À ce propos, quelqu'un avait fait un bouquin aussi à l'époque, c'était Jérôme Spiquet, sur les dangers de la ceinture de sécurité telle qu'elle était, je veux dire dans l'état dans lequel elle était à cette époque-là, ou à ses débuts. Alors je ne mets pas en cause, pas du tout, pas du tout. La ceinture de sécurité a sauvé des milliers de vies. Mais à cette époque-là, elle n'était pas sûre. Et je vous donnerai après coup une preuve irréfutable d'un accident dramatique où elle a coûté la vie à une personne que je connaissais. Voilà. Je vous en parlerai plus tard. Alors, mais Gérondeau, lui, s'est arrangé pour faire voter l'obligation de porter cette ceinture de sécurité alors qu'elle n'était pas au point. Et pour ce faire, il a requis les signatures des SAMU. Alors il y avait quand même de tous les SAMU de France. Il y a quand même 20 SAMU qui avaient refusé de signer, bien qu'ils soient sous l'autorité des préfets. Donc Gérondeau jouait sur du velours, quoi. C'était du totalitarisme. C'était un diktat de la volonté des gouvernants et que Gérondeau voulait faire appliquer. Et des SAMU ont refusé de signer, néanmoins. Eh bien, malgré ça, il a ajouté aux signatures des SAMU qui avaient accepté le jeu 90 signatures de gens qui n'avaient aucune légitimité sécuritaire, pour parler de la ceinture. Et c'est le Canard enchaîné qui avait diffusé cette information en concluant que c'était une véritable escroquerie. Voilà à peu près, voilà, on a vu à peu près le personnage. Son successeur, Pierre Maillet, qui était beaucoup plus timide que lui, mais enfin c'était fait dans le même moule, lui, il avait envoyé balader, carrément, il avait envoyé au plot les journalistes de Auto Hebdo, à l'époque de la présentation de l'ABS. Et l'ABS était présenté par les journalistes automobiles, à ce moment-là, sur des Audi Quattro, puisque on avait deux... avec Audi, on avait donc deux progrès sécuritaires extraordinaires en un. On avait la transmission Quattro, que là, un ingénieur extrêmement brillant, lui, Ferdinand Pièche, le petit-fils de Ferdinand Porsche, hein, les chiens ne feront pas des chiens, avait décidé d'appliquer à des voitures de tourisme, après l'avoir vu à l'œuvre, sur la neige avec la Volkswagen Type 183, la Iltis. Voilà. Eh bien, Pierre Maillet a refusé de venir à la présentation de l'ABS et du système Quattro en prétextant qu'il ne voulait pas faire de publicité aux voitures allemandes. Elle est bonne celle-là, non? Voilà. On vous propose un système qui va économiser des vies, parce que rappelez-vous qu'avant l'ABS, un accident grave se trouvait bien souvent au bout d'une longue trace de freinage. L'ABS évitait cet inconvénient en évitant aux roues de se bloquer. Parce qu'avec des roues bloquées, on augmente substantiellement la distance de freinage et surtout, on n'a plus de direction, puisque que les roues soient
dans la ligne où qu'elle soit braquée, dans un sens ou dans l'autre, et il n'y a plus aucune adhérence. Voilà. Alors ça c'était le, je veux dire la teneur du raisonnement des messieurs sécurité en France. Et puis tous ceux qui ont suivi, évidemment, ne valaient pas tripette, ne valaient pas beaucoup mieux que ces deux-là. On en a des exemples, hein, je ne vais pas citer de nom là, mais il suffit, on peut trouver la lignée des messieurs sécurité. Alors je voulais également parler de Goethe, pour éclairer aussi un petit peu la personnalité de Goethe et la profondeur de sa réflexion. Il faut savoir que Goethe avait rêvé à un moment, avait fantasmé sur un monde uniquement peuplé de 2 chevaux. Girondeau était évidemment de son avis hein, à ce moment-là, parce que, disait-il, si tout le monde roule en 2 chevaux, c'est puéril, hein, mais bon, c'est puéril, mais c'est authentique. Si tout le monde roule en 2 chevaux, plus personne ne pourra se doubler. Alors, sur le plan de la connaissance comportementale et psychologique, le professeur Goethe ne s'est même pas imaginé un instant que 2 conducteurs de 2 chevaux pourraient rouler à des vitesses différentes ou avoir un comportement différent. Fantastique, non? C'est je vais dire, le fantasme continu avec le Lavia, hein, qui est un système extrêmement dangereux, à mon sens, puisqu'il limite la vitesse, qui peut la limiter au moment d'un dépassement ou au moment où on aurait besoin de la puissance du véhicule. C'est une loufoquerie épouvantable. Mais c'est aussi sur un aspect de la psychologie de Goethe que je voulais attirer l'attention. Goethe a avoué un jour sur une chaîne de télévision qu'il aimait de temps en temps regarder les grands prix à la télévision. Alors, ça étonnera tout le monde, hein, Goethe regardant un grand prix à la télévision. Et il s'en est expliqué en disant qu'il rêvait de les voir tous se rentrer dedans et cramer. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça a été dupliqué, je cherche le mot, par le Canard enchaîné. Ça a été diffusé par le Canard enchaîné. Voilà. Alors, en ce qui concerne la ceinture de sécurité, je pense que, évidemment, il y a beaucoup de sceptiques, parce que la ceinture de sécurité a, ce que j'ai dit à propos de la ceinture de sécurité, elle a sauvé des milliers de vies, elle sauve tous les jours, elle sauve des milliers de vies, on est d'accord, mais à une époque où elle n'était pas au point, il ne fallait absolument pas en faire une obligation. Alors, moi j'ai commencé à analyser les accidents de la route, justement au lendemain d'un drame lié à la mauvaise qualité d'une ceinture de sécurité. Ce drame m'a touché directement puisqu'il s'agissait d'une amie et qui était la meilleure amie de ma sœur. Voilà. Le 3 août 1974, ma mère m'appelle à mon bureau. Ma mère était un peu Mère Teresa, mais était aussi Miss Catastrophe, c'est-à-dire qu'elle était catastrophée par des événements comme celui-là, on peut la comprendre. Moi, ça ne me catastrophait pas parce que je ne suis pas très sentimental, mais j'ai commencé l'analyse pour une autre raison, après pour une raison accessoire, après, je vais vous expliquer. Alors, le 2 août 1974, donc, Michel Vatrin, vous pouvez chercher, hein, vous trouverez, meurt brûlée vive dans sa voiture, sur l'autoroute du Soleil. Et ça fait un peu de bruit à l'époque parce que son passager essaye de la sauver en l'extirpant de sa ceinture de sécurité qui est restée bloquée. Son passager, c'était Robert Hossein. Alors c'était après 68, l'ouverture de Maison de la Culture. Robert Hossein était patron de la Maison de la Culture de Reims à l'époque. Ma sœur et Michel Vatrin faisaient du théâtre,
jouait dans des petits rôles à la télévision, faisait de la figuration intelligente dans quelques films, et Michel Vatrin était fiancé à Robert Hossein. Donc sur le moment, je n'ai pas été vraiment bouleversé, c'est ce qu'on appelle un accident, ce sont les aléas de la vie, mais quelques temps plus tard, j'ai été ulcéré, et c'est là que j'ai commencé à reprendre les analyses, enfin, les pseudo-analyses de journaux à mon compte pour réécrire en fait la saga des accidents, le déroulement d'un accident. Et parce que j'avais lu dans une revue People de l'époque, puisque évidemment c'était la fiancée de Robert Hossein, ça a fait couler de l'encre dans les journaux, dans les quotidiens, mais également dans certains magazines. Alors moi je n'ai jamais lu les revues People, ça devait être chez un dentiste ou chez un coiffeur. Et là, un tâcheron, ça devait être Janco. Ça pouvait être France Soir ou France Dimanche ou je sais pas, Paris Match. Parler de l'accident mortel de Michel Vatrin en impliquant le fait que la voiture était une voiture de sport. Michel Vatrin possédait une Matra 530. La réalité, c'était que l'accident s'était produit dans un ralentissement, dans un bouchon, que la Matra 530 avait très légèrement heurté l'arrière d'un train roulant d'un camion, et qu'elle s'était aussitôt embrasée, comme c'est arrivé à Puisseguin avec l'autocar qui a tapé à 25 km/h, mais qui s'est embrasé tout de suite et qui a brûlé 43 personnes. La voiture s'est embrasée tout de suite parce que la Matra 530 était quand même une voiture fabriquée un petit peu comme un kit, elle était en plastique, le réservoir était devant, et il suffisait à ce moment-là, dans un petit choc, que le clignotant, une étincelle, voilà, le réservoir, et hop. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à analyser sérieusement 74 et à réécrire les causes réelles des morts, de la mortalité routière. Et vous pouvez trouver des extraits sur Google en tapant dans la barre La route qui tue. La route qui tue. C'est un journal, c'est un livre, tout attaché, La route qui tue. C'est un livre que j'ai essayé de faire publier. J'ai eu 150 lettres de refus des éditeurs, évidemment. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, la sécurité routière, enfin qui concerne tout le monde, mais qui n'intéresse personne. C'est pas vendeur, à moins, évidemment, je veux dire, d'être payé par les escrocs du gouvernement. À ce moment-là, vous pouvez publier n'importe quoi, on en a des exemples tous les jours. Voilà, alors c'est pas une... cette intervention n'est pas prospective, c'est simplement un complément de la première vidéo que j'ai intitulée « Expert », et ça vous éclaire un petit peu plus sur la posture de la sécurité routière en France.